La Côte d'Ivoire a fait récemment une superbe découverte, une grosse découverte d'hydrocarbures baptisée Calao. Alors le potentiel est estimé entre 1 milliard et 1,5 milliard de barils. C'est une grosse réserve, mais c'est très technique. Ça va donner beaucoup d'argent à la Côte d'Ivoire, mais comment? Comment on va y procéder? Comment on va l'exploiter? À partir de quand ce sera totalement opérationnel? On a choisi à juste raison d'inviter ce soir dans la télé d'ici un technicien. Il justifie d'une vingtaine d'années de pratique dans le secteur pétrolier et gazier, c'est Jean-Philippe Atsé. C'est un spécialiste qui, on l'espère, va nous expliquer en français facile tout ce que cela suppose, tout ce que cela représente. Est-ce que les problèmes des Ivoiriens sont finis après ça? On lui posera la question. Le boxeur improbable. Jean-Philippe Atsé, on va parler un peu de cette actualité heureuse pour la Côte d'Ivoire. On a découvert il y a quelques jours seulement un gisement relativement important. On parle d'1 à 1,5 milliard de barils en termes de potentiel. De barils équivalents. Équivalent. C'est un peu moins que son aîné, Baleine. Un peu plus de 2,5 milliards aussi, je pense. Et 3 000 milliards de pieds cubes de gaz. Exactement. Est-ce qu'on peut considérer la Côte d'Ivoire comme aujourd'hui un pays producteur de pétrole? Pas encore. Pas encore. Pourquoi? Alors, de deux choses l'une, il faut savoir que ces gisements prennent du temps à être développés. C'est vrai que ça a été plutôt unique en son genre qu'on ait vu un baleine découvert et une production qui a démarré dans les 3 années qui ont suivi la découverte. C'est plutôt rare. Vous allez plutôt avoir un développement qui va se passer, qui va prendre entre 5 et 8 ans pour ce type d'activité. Tout simplement parce qu'il vous faut du temps pour amener les rigs de forage, il vous faut du temps pour amener tout le matériel dont vous avez besoin pour mettre en route ces champs. Et en plus, là, on a une autre complexité, c'est qu'il s'agit plus d'ailleurs de gaz que de pétrole. Donc là, il faut savoir faire la différence entre les deux. Vous avez le pétrole qui est un liquide à température ambiante, et donc on peut mettre dans un bateau, dans un énorme coffre si vous voulez, vous le gardez, il ne s'abîme pas. Et donc quand vous en avez assez, vous pouvez l'envoyer sur les marchés et le vendre. Le gaz, c'est une autre bête. C'est complètement expansif, ça fuit, ça ne peut pas se stocker. Donc dès qu'il est sorti, il lui faut en gros un gros tuyau dans lequel il va être acheminé vers une unité de traitement. Et même après ça, il y a toute une chaîne gazière qui doit être mise en place au préalable, sans quoi le gaz, ça ne sert à rien de le faire sortir, on va dire. C'est cela. Alors c'est pour ça que vous avez sur les gisements, comme on en voit parfois sur les photos, dans certains pays du monde, où vous voyez en fait une torche en permanence allumée, vous savez, sur le rig de forage. Alors, si elle est noire, c'est du pétrole qui brûle. Si elle est limpide, c'est du gaz qui brûle. Et donc, en grande majorité, lorsqu'il n'y a pas, on va dire, une infrastructure capable de prendre ce gaz, il est brûlé. Voilà. Chose que la Côte d'Ivoire, évidemment, n'a pas le luxe de faire. Absolument. Donc, ce que je voulais dire, pour répondre à votre question, c'est que dans quelques années, on deviendra pays producteur de pétrole. En attendant, on a du travail à faire. Quand on va commencer à exploiter, est-ce qu'il faut le dire ainsi? Voilà, exactement. Alors, on est aujourd'hui, on est passé à 40 000 barils jour. On était à une vingtaine de mille l'année dernière, donc je parle en moyenne, 20-25 000. On devrait monter à 50 000 cette année. Et donc les prévisions d'Eni sont de monter en puissance le gisement baleine et d'arriver à 100 000 puis 150 000 dans les 2 à 3 années qui viennent. D'accord. Donc là, on commence à devenir effectivement un petit producteur. Donc ça devient effectivement voilà, plus costaud. Alors la mise en exploitation du gisement Calao est annoncée pour 2026. C'est bien cela? Alors ça, c'est un souhait. Alors c'est ce qu'on va appeler un fast track, donc c'est-à-dire un développement rapide. Mais je demande à voir parce qu'en fait il y a beaucoup de conditions pour arriver à faire cela. Mais bon, je parle sous le couvert effectivement des annonces qui ont été faites. Ça veut dire qu'ils ont des navires qui sont capables de creuser suffisamment de puits, donc des navires de forage par exemple. Ça veut dire qu'ils ont des navires également de stockage de la production qui sont capables de déployer dans les 3 années qui viennent pour prendre en compte le développement de ce champ. Si c'est le cas... Si c'est le cas, on peut répondre par l'affirmative. Oui. Il faut entre 5 et 6 milliards de dollars pour commencer l'exploitation, pour ce que j'ai pu lire. Qui va financer ça? Ah, très bonne question.
vous avez un consortium en général dans ces contrats. Donc, ce sont des contrats dits de partage de production, où l'État de Côte d'Ivoire, en général, est représenté par une très belle société qui s'appelle Petrosi. C'est cela. Qui fait très bien son travail, soit dit en passant. Et Petrosi qui représente les intérêts de l'État aux côtés d'Eni. Tous les deux sont amenés. C'est un groupe italien, pour rappel. Le groupe italien, voilà. Donc, alors, je ne connais pas j'ai pas en tête les chiffres exacts, mais c'était grosso modo à 10% pour l'État, ou entre 10 et 15% pour l'État, selon les champs, et à peu près 90-85% pour le consortium donc, italien. Donc, logiquement, si ça coûte 10 milliards ou 6 milliards, 15% par étatique et le reste, donc la majorité, par privé. Par privé. Alors, ce qui se passe très souvent dans ces contrats, parce que quand vous prenez 10% de 10 milliards, c'est 1 milliard. Et donc, ça représenterait 5% du budget de la Côte d'Ivoire en 2024. Donc, c'est gros. Et donc, en général, on fait appel à des banques. On fait appel à des instances internationales. Et ce qui se passe même, c'est que quand l'État fait très bien son travail, et je sais qu'il le fait, il va demander au consortium italien de peut-être, ou en partie, porter ses parts. Donc, ils vont en gros financer la part de l'État. Et après, par des mécanismes assez complexes, se rembourser. D'accord. Voilà. Majorité de cet argent viendra de toutes les manières des banques. De l'emprunt. Voilà, de l'emprunt. Il y aura beaucoup d'emprunts. Il y aura une partie emprunt, il y aura une partie actionnariat venant du consortium. Il y aura une partie multilatérale, à mon avis. Voilà. D'accord. Alors, justement, là, on a parlé de la partie qui fait un peu peur. Il faut mobiliser de l'argent et voilà. Bon, bref. Imaginons que tout se passe très bien, pour notamment l'électricité et les usages des industriels. Mais globalement, est-ce qu'on sera en capacité de vendre, par exemple, du pétrole aux pays étrangers ou à des pays de la sous-région, par exemple? Alors, le pétrole, oui, ça, il est vendu, il est exporté en totalité, à ce que je sache. Ça veut dire que le pétrole, aujourd'hui, qui sort de nos champs actuels en production, donc baleine, est exporté. La CIR préfère importer du Forcados du Nigeria, qu'elle est capable de raffiner et à partir duquel donc, de produire les produits pétroliers que vous et moi mettons dans notre voiture et nos camions. En ce qui concerne le gaz, par contre, tout le gaz qui aujourd'hui est produit en Côte d'Ivoire alimente des gros engins qui sont des centrales thermiques qui en gros vont permettre le passage de la molécule de gaz qui sort du réservoir à l'électron. D'accord, donc le gaz est brûlé. Alors quand je dis le gaz, pour que tout le monde soit clair, je parle du méthane. Donc en vérité, dans le gaz, vous avez plusieurs types. Pas le gaz, mais le gaz, c'est ça? Oui, alors c'est vrai que je parle un peu anglais. Là, c'est un peu un anglicisme. Donc il y a une petite nuance quand même. C'est le gaz qui est dans fait tout là? Non. Ah. Voilà, là, il parle du gaz GAS. Voilà, c'est justement différent. Différent. Donc le butane, alors vous avez effectivement, donc, quand le gaz sort, alors il est dit un peu mouillé, wet gas, quand il sort du champ pétrolier ou du champ gazier pour le cas ici, il va y avoir une partie en fait qui est le méthane, qui va être peut-être 90%, je vous donne un exemple, mais vous allez avoir des composants un peu plus lourds, le propane, le butane par exemple, qui sont des chaînes d'hydrocarbone un peu plus complexes et qui donc justement vont avec la pression, la température, vont se condenser entre guillemets et former un liquide qu'on va pouvoir stocker dans une bonbonne de gaz. Alors vous voyez qu'elle est pressurisée, elle est voilà, parce que même lui, même à cet état-là, quand vous l'ouvrez, hop, ça se regasifie. Donc vous avez chacun dans votre cuisine une sorte de petite unité de regasification de butane. Ce qui intéresse les plateformes, les centrales thermiques, c'est le méthane, donc c'est le gaz sec. Donc on en a un qui est très bien, qui est très bon, qui vient de Foxtrot, bloc CI27, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler quand j'ai commencé à la Petrosi en 2000. C'est un champ que je connais assez bien. Ça fait 20 ans qu'il produit, ça fait 20 ans qu'il permet à la Côte d'Ivoire d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ce gaz arrive dans la centrale thermique, il est brûlé. Une quantité phénoménale de chaleur s'en dégage. Elle va réchauffer une sorte de gros réservoir d'eau. De la vapeur est produite et ça fait tourner un rotor autour d'un aimant et ça produit l'électron. Voilà, l'électron est envoyé ensuite dans les câbles, le grid, et il arrive chez vous, d'accord, à domicile. Donc ce que je viens d'expliquer, c'est la chaîne gazière. Donc vous voyez que lorsque le gaz sort, j'ai besoin de pipeline, j'ai besoin de centrale thermique, j'ai besoin de lignes électriques. On a besoin de toute une infrastructure. Et voilà, sans quoi je ne peux pas exploiter ce gaz. Donc la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays, et je pense qu'on peut s'en féliciter, en Afrique, tout simplement, en Afrique de l'Ouest en tout cas, à avoir été en mesure depuis les années 2000, 98-99 même, à mettre en route un tel projet.
Et aujourd'hui, on peut s'en rendre compte, 70% de la production d'électricité en Côte d'Ivoire est thermique. Ça veut dire qu'elle provient de ces installations. Et ça fait 20 ans que ça dure. Ça veut dire que si aujourd'hui il n'y avait pas de gaz, ce ne sont pas les barrages hydroélectriques que nous avons qui auraient pu soutenir la demande en électricité. Et encore moins notre développement. Pour vous donner un autre chiffre, sur les 5-10 dernières années, la Côte d'Ivoire, hormis la période donc de la Covid, on estime quoi 5-7% de croissance par an. Il y a un PIB en croissance qui est encore annoncé à 5-7% dans les 3-4-5 prochaines années qui viennent. Dans la même période, la production d'électricité a augmenté de 9% par an. Alors, je vous le donne en mille. Est-ce que c'est l'économie qui drive la croissance de la production énergétique ou est-ce que c'est la production énergétique qui drive l'économie? À votre avis? Là, question de voix de... Ah, il y a longtemps qu'on a quitté l'école. Voilà pour tout le monde. Voilà pour avis. On attend. Pardon, il faut répondre pour nous. Je pense que c'est la production. Faut reposer la question. On fait comme Sidiki Diabaté. Absolument. Reprends la question. C'est la production qui va driver aussi l'économie parce que, en gros, si vous n'avez pas d'électricité, c'est bien simple. On a tous connu des périodes où il n'y en avait pas. Ouais. Donc ça veut dire que... On ne peut pas travailler s'il n'y a pas Pas d'électricité. travailler. Bien sûr. On ne peut pas travailler. La réfrigération ne marche pas. Donc la chaîne du froid est bloquée, par exemple. Les machines ne tournent pas. Donc vous ne produisez pas, donc il n'y a pas de revenus, donc il n'y a pas de taxes, donc il n'y a pas de croissance du produit intérieur brut. Quand on a l'électricité, qu'on peut planifier son déploiement, on est en mesure de dire une cimenterie arrive, une mine s'ouvre, et là elle se dit bon, alors soit je vais brûler du fuel et ça va me coûter très cher et ça pollue en plus, soit Dieu merci, il y a de l'électricité et je peux me connecter. Et là, c'est plus compétitif. Donc, je viens en Côte d'Ivoire pour le faire. Et donc, ça crée des emplois, ça crée l'économie, ça crée du PIB. Justement, on va y revenir. On va marquer une pause. On va parler justement de ces fameux emplois directs qui sont annoncés, des emplois indirects également avec cette découverte-là. On va aussi revenir quand même sur le potentiel économique. C'est important quand même pour qu'on comprenne là où on va, où est-ce qu'on va, sur le court et le long terme. À tout de suite. Marque une pause. Sur le plateau de la télévision, toujours avec Jean-Philippe Atzé, spécialiste expert des questions de pétrole et de gaz, et non de gaz. Le gaz, incluant aussi le gaz, pour info. Et Nicole Traoré, qui est juriste spécialisée dans les questions de propriété intellectuelle, tous deux assis donc en face de Glisse et de Sonia. On va poursuivre nos échanges. Ce sera le dernier volet en rapport avec cette belle découverte, le gisement Calao, à la suite du gisement Baleine. Je crois qu'il y a une distance de 120 km entre les deux, pour ce que je sais. C'est ça. Voilà, pour la petite précision. Il va falloir beaucoup d'argent pour pouvoir développer tout ceci. Vous avez répondu à la question de savoir comment est-ce qu'on allait financer tout ça. Une grande partie sera à l'affaire donc, du groupe italien Eni. Une autre partie sera à l'affaire de l'État qui, elle, à travers des mécanismes d'emprunt, trouvera le moyen, la parade nécessaire pour tenir ses engagements. Je suis inquiet par contre. Je sais que l'Agence internationale de l'énergie avait dit qu'il n'était plus aujourd'hui nécessaire d'investir dans de grands projets de ce type en raison de la transition écologique, en raison notamment de la promotion de ce qu'on appelait aujourd'hui, et c'est très tendance, l'énergie renouvelable. Donc si on se projette sur le moyen et le long terme, est-ce que c'est intéressant tout ça pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas abandonner ces pratiques-là pour migrer vers de l'écologie, par exemple, ou de l'écologique? Ah, d'accord. Très bonne question. Je ne sais pas si je suis celui qui peut répondre à cette question-là. Mais je pense que même en Europe, même en Occident, ça fait débat, mais le gaz naturel est considéré comme étant une énergie dite de transition, dans le sens où lorsque vous le brûlez, elle émet beaucoup moins de gaz à effet de serre, notamment donc de CO2, que le fuel ou que le charbon. Et le monde aujourd'hui a le choix entre ce qu'on appelle une énergie qui est pilotable, c'est-à-dire qu'elle peut délivrer de l'énergie tout le temps, quand on en a besoin notamment. Quand les Ivoiriens se lèvent le matin, il y a un pic
de demande d'énergie. Dans la journée, ça ralentit, et quand ils arrivent le soir à la maison, ça repart, hein, parce qu'on allume les lumières, on arrive, etc. Donc ça, on peut le faire avec le gaz naturel, par exemple, avec le charbon. Qui est moins polluant. C'est ce que Qui est vous beaucoup dites. moins polluant que le charbon, voilà. On a du mal à le faire, par exemple, avec les renouvelables encore, notamment le solaire, qui va produire de l'électricité pendant la journée, d'accord, mais la nuit, quand vous arrivez chez vous, il n'y en a plus. Donc, soit on est obligé de le stocker, ce qui coûte encore aujourd'hui très cher, donc la technologie évolue. Voilà. Donc le gaz naturel, il a de beaux jours devant lui. Il a de beaux jours devant lui. Quid du pétrole? Alors le pétrole, c'est autre chose, parce que le pétrole, lui, il va aller dans nos camions, en gros, hein, et dans nos avions, et dans nos bateaux. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore inventé le bateau électrique. Les camions, ça vient, les voitures aussi. Les avions, ils n'ont pas encore réussi à faire voler un avion des États-Unis jusqu'en Europe, par exemple, électrique. Ça viendra peut-être un jour. Donc je pense que pour nous, le gaz reste une belle énergie de transition. Qui d'ailleurs, vous avez employé un terme qui est très important, sur lequel je souhaite revenir. Vous avez dit, si on se projette à moyen long terme. Donc en vérité, l'enjeu est les détails, parce qu'il s'agit d'assurer la sécurité énergétique de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'accès à une molécule qui nous permet de produire l'électron, donc c'est le gaz naturel, et ça veut dire un coût compétitif. Ça veut dire je veux dire, l'idée, c'est que les Ivoiriens, c'est que les ménages, in fine, c'est que les industriels puissent consommer de l'électricité à des coûts qui restent abordables pour leur budget. C'est inépuisable, le gaz en question? Justement, il n'est pas. C'est par définition l'énergie fossile, donc vous allez avoir une croissance de la production, et puis un plateau, et après un déclin. C'est pour ça qu'on doit se projeter, par exemple, à 20-25 ans, ce qui n'est pas déconnant pour ce type de champ. Quand on commence à faire ces projections, on peut effectivement se dire comment je fais pour assurer que je peux produire de l'électricité au coût le plus compétitif possible pour la nation, tout en m'assurant justement de la suite. Hein, c'est là que les énergies renouvelables rentrent en ligne de compte. Donc on est plein dans la transition. Sauf que nous, on a un taux de croissance à 7-8%. On n'est pas à 2%. On a une population qui va doubler dans les 25 prochaines années, littéralement. Donc vous aurez 2 fois plus de personnes à Abidjan. Rendez-vous compte un tout petit peu de ce que cela veut dire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, mais à Abidjan, je pense, peut-être plus, à voir. Donc ça veut dire qu'on a absolument besoin de cette énergie, de cette source d'énergie. Et je pense que de nombreuses, c'est l'une d'entre elles qui est la moins polluante. D'accord. On parle de 1500 emplois directs permanents, avec Calao, hein, toujours, et un peu plus de 7000 ou environ 7000 d'emplois indirects. Est-ce que ce sont des nouveaux métiers qui vont naître, ou est-ce que ce sont des métiers qui existent déjà? Si oui, est-ce qu'on a des compétences pour, ou est-ce qu'il va falloir former justement des profils pour assumer ces tâches? Alors, il faudra former, faire de la recherche et financer. Former, faire de la recherche, financer. Je pense que quand on dit 1500, 7000 emplois indirects, je demande à voir, je parierais sur 10 à 20 fois plus. Ah bon? Dans les années à venir. Oui, pour une raison simple, c'est que... Alors, ça dépend de ce qu'on fait. Ça dépend de ce qu'on fait. Si on dit qu'on produit et qu'on exporte, ça veut dire qu'il y aura moins d'emplois que si on dit qu'on produit et qu'on On consomme On consomme avant? On va consommer quelque chose, mais je veux dire, si on fabrique nous-mêmes l'électron, entre guillemets, si on fabrique une énergie, une industrie de l'énergie en Côte d'Ivoire, et je pense que c'est dans les plans du gouvernement, je ne m'avance pas trop là-dessus, mais j'ai lu qu'il y avait une ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique. Donc ça tombe très bien, c'est possible. Il y a même une filière qui a été créée, une filière dédiée au pétrole et tout à l'INPHB. Pour ce que je sais. Ouais. D'où je viens, alors moi je sors donc de l'école des mines, donc l'ESMG, qui forme depuis 20 ans donc des ingénieurs pétroliers. Je sais que Dalois, Simé, Boaké, Mans, locaux, etc. Donc il y a plein d'écoles qui le font, et tant mieux. J'invite en fait les écoles à s'intéresser, à approcher les professionnels que nous sommes pour qu'on vienne les aider à former. C'est ce dont nous on a bénéficié quand on était à l'école. On a été formés par les ingénieurs réservoirs de la Pétrotie à l'époque. Alors ce que je voulais dire, c'est que si on met en place un plan qui permet de sécuriser l'énergie pour la Côte d'Ivoire et qu'on se projette dans les 25 prochaines années, tenant compte de tout ce qui va se passer dans le monde, il y a les risques de conflits qui ne sont pas très loin de chez nous, il y a la montée en puissance de l'IA qui va déstabiliser donc tout ce qui est profession, tout ce qui est emploi, et il y a enfin le changement climatique. Donc il va falloir qu'on s'y adapte et on aura besoin pour se faire d'énergie. Donc si on crée une filière énergétique en Côte d'Ivoire, je pense qu'on pourra créer beaucoup plus d'emplois, qu'on pourra, soit dit en passant, sécuriser
nous mettre en sécurité sur bon nombre de problèmes et être le mieux outillé possible pour s'adapter notamment au changement climatique. D'accord. Voilà. Vous avez émis quelques réticences tout de même sur la capacité de la Côte d'Ivoire à mettre tout ceci en exploitation dans un temps record. Moi, ce que je lis des différentes déclarations des autorités politiques, gouvernementales, il y a plutôt un certain optimisme quand on dit qu'on entre en exploitation en 2026. 2026, c'est dans 2 ans. Vous n'y croyez pas trop? Alors, je pense qu'il y a plusieurs champs qui aujourd'hui sont en train d'être lancés. Donc tout va dépendre, et là, l'avenir le dira, mais tout va dépendre de la capacité de l'opérateur. Donc je ne suis pas dans le secret des dieux non plus, des moyens qui pourront y mettre immédiatement. Mais est-ce que c'est possible dans si peu de temps de dérouler tout ça? Supposons qu'on ait les moyens justement de construire toute l'infrastructure et tout le reste d'ici à 2026. Peut-être, je dirais juste une chose pour vous donner quelques heures de grandeur. Foxtrot, c'est 80 mètres d'eau. Baleine, c'est 1200 mètres d'eau. Calao, c'est 2200 mètres d'eau. 2,5 km d'eau. Et c'est 3 km sous la roche. Donc on est dans l'ultra profond. Très peu de compagnies sont capables de le faire dans le monde. C'est des équipements qui sont très robustes, très spécifiques. C'est l'équivalent de 4 à 380 sur la tête quand vous êtes en bas. Donc ça veut dire que c'est des moyens techniques et technologiques qui sont tels que s'ils arrivent à le faire en 3 ans, je leur tire mon chapeau. Rien n'est impossible, la technologie évolue. On parle quand même d'Eni, qui est un très grand groupe pétrolier. Donc on peut leur faire confiance et je pense qu'il faudra s'en remettre à leurs décisions. Bon, d'accord. Donc on va observer évidemment tout ceci avec beaucoup de minutie pour voir si c'est tenable ou pas. La Côte d'Ivoire va gagner combien d'argent, potentiellement? Sur combien d'années? Je ne sais pas. Dans les calculs qu'on fait? Je ne sais pas, mais si on peut prendre un petit pourcentage de ce que l'industrie pétrolière et gazière génère chaque année, sachant que c'est entre 1000 et 2000 en moyenne milliards de dollars par an, si on peut prendre un tout petit pourcentage là-dessus, je pense qu'on sera tous très contents. D'accord. OK. Oui, non, je suis en même temps en train de calculer pour voir si je me lance dans le pétrole ou pas. Voilà. J'hésitais tout à l'heure entre la boxe et puis le... Non, là, ça n'a rien à voir. Là, on est... Je vais peut-être rester là où je suis. Oui, c'est mieux, je pense. Sonia, il y a une info importante à savoir, on m'a dit. Oui, là, on parle de sujets tellement sérieux que je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas? C'est si important, finalement. On verra.